Pendant 15 ans, entre 2008 et 2023, la famille Dubois de Saint-Étienne a tenté d'adopter exactement 127 enfants différents. Pas un seul n'est resté plus de 7 jours dans leur maison victorienne de 3 étages. Tous sont repartis en posant exactement la même question troublante. Pourquoi la petite fille pleure-t-elle tout le temps dans le grenier? Le problème, le grenier familial était complètement vide depuis des décennies. Mettez un like. Maintenant, même si vous ne croyez pas au paranormal, et commentez depuis quel pays vous nous regardez, parce que ce que nous avons découvert dans les dossiers d'adoption scellés de la préfecture de Loire va complètement changer votre compréhension des limites entre le deuil maternel et les manifestations que même les psychologues infantiles n'arrivent pas à expliquer avec leurs connaissances actuelles. Ce cas extraordinaire a été officiellement classifié comme non résolu par 3 agences d'adoption différentes, 2 services sociaux départementaux et un tribunal pour enfants. Mais nous avons réussi à obtenir l'accès exclusif à des témoignages confidentiels, des enregistrements audio et des rapports psychiatriques qui révèlent exactement pourquoi plus aucun professionnel de l'adoption ne voulait travailler avec cette famille. Jusqu'à ce qu'une assistante sociale Courage découvre la vérité que tout le monde essayait désespérément d'ignorer. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les connexions entre les vivants et les morts, et sur le pouvoir de l'amour maternel à transcender même les barrières de la mort elle-même. Dame Marie-Claire Dubois avait exactement 34 ans quand elle a perdu sa fille unique, Amélie Dubois, âgée de seulement 6 ans, dans un tragique accident de voiture sur l'autoroute A72 le matin du 15 janvier 2008. Amélie était une petite fille extraordinairement rayonnante, qui aimait dessiner des papillons colorés dans ses cahiers d'école, qui collectionnait les poupées en porcelaine antique, et qui avait mystérieusement transformé le grenier poussiéreux de la maison familiale en son sanctuaire de jeux favoris, rempli de tous ses trésors d'enfance, ses livres de contes de fées et ses rêves les plus précieux. Marie-Claire était littéralement le type de mère qui faisait que tous les autres parents du quartier se sentaient complètement inadéquats, m'explique Sophie Moreau, sa meilleure amie depuis leur enfance commune à Saint-Étienne, lors d'un entretien émouvant dans son salon. Sa dévotion absolue envers Amélie était si pure, si complète, si totalement consommante, qu'elle avait littéralement construit chaque aspect de son identité personnelle autour du fait d'être la mère parfaite. Quand Amélie est morte dans cet accident horrible, ce n'était pas seulement une tragédie familiale dévastatrice, c'était la destruction complète et totale de qui Marie-Claire était en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'être humain. La juxtaposition était absolument déchirante. Une femme qui avait vécu chaque seconde de sa vie adulte pour être mère, soudainement confrontée à un monde cruel, où son enfant bien-aimé n'existait plus physiquement, mais où son amour maternel continuait à brûler avec une intensité qui semblait littéralement transcender les frontières normales entre la vie et la mort elle-même. Si vous avez déjà aimé quelqu'un si profondément, si complètement, que l'idée même de continuer à exister sans cette personne vous semble absolument impossible, alors vous pouvez commencer à comprendre la dévastation émotionnelle totale que Marie-Claire Dubois a éprouvée. Mais ce que vous ne pouvez pas encore comprendre, c'est comment ce deuil maternel intense et non résolu est devenu quelque chose que même les experts les plus expérimentés en psychologie infantile et en phénomènes paranormaux décrivent comme un phénomène que nous ne pouvons absolument pas expliquer avec nos connaissances scientifiques actuelles. C'est pendant les premiers mois traumatisants après la mort tragique d'Amélie, Marie-Claire et son mari Jean-Paul Dubois, comptable de 38 ans, avaient méticuleusement conservé la chambre de leur fille exactement comme elle l'avait laissée le matin de l'accident, chaque jouet à sa place, chaque vêtement plié dans les tiroirs, chaque dessin d'enfant collé aux murs colorés. Mais c'était le grenier familial, qui était mystérieusement devenu le véritable sanctuaire de leur deuil. Chaque jouet préféré d'Amélie, chaque dessin qu'elle avait créé, chaque petite trace de sa présence joyeuse dans ce monde était préservée là-haut, comme un musée sacré de l'amour maternel brutalement interrompu par la mort. Sautons directement vers décembre 2009, exactement 22 mois après la tragédie qui avait détruit leur monde, quand Marie-Claire et Jean-Paul Dubois ont pris la décision qui allait changer absolument tout dans leur existence. Ils allaient commencer les procédures pour adopter un enfant. Non pas pour remplacer Amélie, jamais ils n'oseraient utiliser ce mot sacrilège, mais pour donner à leur amour parental intense et inépuisé une nouvelle direction constructive dans un monde qui leur semblait vide. Mais nous devons d'abord revenir en arrière vers septembre 2009
exactement 3 mois avant leur première tentative d'adoption officielle, quand quelque chose d'extraordinaire et d'inexplicable avait commencé à se produire dans la maison victorienne des Dubois sur la rue Gambetta. Marie-Claire avait commencé à entendre, avec une clarté troublante, des pleurs distinctifs d'enfants venant spécifiquement du grenier pendant les heures les plus sombres de la nuit. Mais ce n'étaient pas des sanglots génériques de douleur ou de peur. C'étaient les pleurs très spécifiques, reconnaissables, caractéristiques d'une petite fillette de 6 ans qui appelle désespérément sa maman. Des pleurs qu'elle reconnaissait intimement parce qu'elle les avait entendus pendant 6 années complètes, chaque fois qu'Amélie avait un cauchemar nocturne ou se réveillait effrayée dans l'obscurité. Au début de cette période étrange, je pensais sincèrement que c'était simplement mon imagination en deuil, ma façon psychologique de traiter la perte traumatisante, avait confié Marie-Claire dans des enregistrements thérapeutiques confidentiels auxquels nous avons eu un accès exclusif. Mais ces pleurs étaient si réels, si précis, si exactement identiques aux pleurs d'Amélie que je montais automatiquement au grenier chaque nuit vers 2h ou 3h du matin, pensant genuinement qu'Amélie était mystérieusement revenue et avait absolument besoin de moi. Maintenant, avançons rapidement vers janvier 2010, quand Lucas Bertrand, un petit garçon de 5 ans aux yeux bruns mélancoliques, est devenu le tout premier enfant officiellement placé chez la famille Dubois pour un processus d'adoption d'évaluation. Lucas était un petit garçon profondément traumatisé par l'abandon parental, exactement le type d'enfant vulnérable que Marie-Claire sentait instinctivement qu'elle pouvait aider et guérir avec son instinct maternel intensif et son expérience éprouvée de l'amour inconditionnel. La première nuit de Lucas chez les Dubois, il avait dormi profondément et paisiblement dans la chambre d'amis soigneusement préparée. La deuxième nuit, vers 3h15 du matin exactement, il était monté voir Marie-Claire dans sa chambre principale, les petits yeux remplis de larmes confuses, demandant d'une voix tremblante « Maman Marie, pourquoi est-ce que la petite fille dans le grenier pleure si fort? Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut sa vraie maman et que sa vraie maman ne vient plus jamais jouer avec elle. » Marie-Claire avait littéralement gelé de terreur. Elle n'avait jamais, absolument jamais, parlé d'Amélie à Lucas pendant ses 2 premiers jours dans la maison. Le grenier familial était fermé hermétiquement à clé depuis des mois. Comment Lucas pouvait-il possiblement savoir qu'une petite fille avait vécu dans cette maison? Comment pouvait-il connaître l'existence même du grenier? Et comment pouvait-il décrire avec une telle précision les pleurs qu'elle-même entendait depuis des mois? Mais ce qui s'est passé la 3e nuit était encore infiniment plus troublant et inexplicable. Lucas était descendu du grenier, un grenier dont Marie-Claire était absolument certaine d'avoir la seule clé, tenant délicatement dans ses petites mains la poupée en porcelaine favorite d'Amélie. Une poupée que Marie-Claire était formellement certaine d'avoir rangée et scellée dans une boîte en carton étiquetée, verrouillée dans un placard fermé du grenier. « La petite fille m'a donné ça », avait dit Lucas, avec l'innocence troublante de l'enfance. Elle dit qu'elle veut que je joue avec elle parce qu'elle s'ennuie, mais qu'elle est très triste parce que sa maman ne vient plus jamais la voir dans le grenier comme elle le faisait avant. À ce moment précis, Marie-Claire avait réalisé avec une terreur grandissante que quelque chose se passait dans sa maison familiale qui dépassait complètement le cadre du deuil psychologique normal et des mécanismes de traitement de la perte. Mais elle n'était absolument pas préparée mentalement pour ce qu'elle allait découvrir quand elle prendrait finalement le courage de monter physiquement au grenier avec Lucas pour constater la situation de ses propres yeux. Sautons temporairement vers le 5e jour du placement de Lucas chez les Dubois. Nous reviendrons plus tard à cette découverte terrifiante et révélatrice que Marie-Claire a faite dans le grenier, parce que cette découverte explique absolument tout ce qui va suivre dans cette histoire extraordinaire. Ce Lucas avait complètement cessé de manger normalement, expliquant à Marie-Claire d'une voix de petit garçon très sérieuse que la petite fille invisible dit qu'elle n'aime pas du tout quand d'autres enfants mangent la nourriture dans sa maison parce que c'est sa maison à elle et à sa maman. Il parlait constamment, pendant des heures, à quelqu'un que personne d'autre dans la famille ne pouvait voir ou entendre, et tous ces dessins d'enfants montraient obsessionnellement la même image répétitive. Une petite fillette avec des larmes coulant sur ses joues, debout toute seule dans un grenier sombre et effrayant. Le 7e jour exactement, Lucas avait littéralement supplié l'assistante sociale officielle de venir le reprendre immédiatement. « Je veux partir d'ici tout de suite », avait-il pleuré avec une détresse authentique. La petite fille invisible dans le grenier dit qu'elle va être très en colère contre moi si je reste ici plus longtemps. Elle dit que cette maison appartient seulement à elle et à sa maman, et que je dois partir maintenant.
Ce pattern comportemental exact, troublant, inexplicable, allait se répéter avec une précision mathématique absolue avec les 126 enfants suivants pendant les 15 années suivantes. Toujours exactement 7 jours de placement. Toujours exactement les mêmes pleurs mystérieux dans le grenier vide. Toujours exactement la même petite fille invisible qui semblait farouchement protéger sa maison contre l'intrusion d'autres enfants. Mais avançons maintenant vers 2018. Exactement 10 années complètes après la mort tragique d'Amélie, quand Camille Rousseau, une petite fille de 7 ans aux cheveux châtains bouclés, est devenue officiellement le 89e enfant placé chez la famille Dubois pour évaluation d'adoption. Camille était différente de tous les autres enfants précédents. Elle ne semblait absolument pas avoir peur de la présence mystérieuse dans le grenier. Au contraire, elle semblait la comprendre intuitivement et même communiquer avec elle naturellement. Amélie me dit qu'elle s'ennuie terriblement, avait confié Camille à Marie-Claire avec une maturité surprenante le 4e jour de son placement. Elle me dit qu'elle attend patiemment que sa maman vienne jouer avec elle dans le grenier comme elle le faisait avant l'accident, mais que sa maman a apparemment oublié où elle habite maintenant. Marie-Claire avait senti son cœur maternel se briser en 1000 morceaux. Avait-elle, dans la profondeur de son deuil psychologique, abandonné émotionnellement sa fille d'une façon qu'Amélie ne comprenait pas? Était-ce exactement la raison pour laquelle Amélie semblait systématiquement chasser tous les autres enfants de la maison? Parce qu'elle voulait désespérément et exclusivement que sa maman revienne lui rendre visite dans le grenier? Mais ce que Camille allait révéler le 6e jour de son placement était quelque chose que même Marie-Claire, malgré toute sa préparation émotionnelle, n'était absolument pas prête à entendre. Dr Françoise Leblanc, psychologue clinicienne spécialisée depuis 25 ans en deuil parental traumatique à l'Institut psychiatrique de Paris, avait étudié le cas extraordinaire de la famille Dubois pendant 3 années complètes, après que 6 agences d'adoption différentes l'aient contacté pour une consultation d'experts en urgence. Le phénomène psychologique que nous observons chez la famille Dubois transcende complètement tous les cadres standards de la psychologie du deuil que nous connaissons, me confie le docteur Leblanc depuis son bureau parisien, rempli de diplômes et de certifications. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai personnellement documenté et traité plus de 800 cas cliniques de deuil parental traumatique, mais jamais, absolument jamais, je n'ai été confronté à une manifestation où 127 enfants différents, sur une période de 15 années, rapportent des interactions détaillées et cohérentes avec exactement la même présence invisible. Ce n'est définitivement pas un cas d'hystérie collective ou de suggestion psychologique. Ces enfants n'ont aucun contact entre eux et arrivent dans la famille sans aucune connaissance préalable de l'histoire familiale. Selon l'analyse clinique approfondie du docteur Leblanc, l'examen détaillé des témoignages de ces 127 enfants différents révèle des détails spécifiques sur la personnalité et les habitudes d'Amélie que logiquement seule, sa mère Marie-Claire aurait pu connaître intimement. Les enfants décrivent systématiquement une petite fillette qui adore organiser des cérémonies de thé imaginaire avec ses poupées, qui a une peur caractéristique de l'obscurité, mais qui adore passionnément les histoires de princesses et de fées et qui a une façon très spécifique de consoler les autres enfants en chantonnant une berceuse particulière avec une mélodie distinctive. Tous ces détails comportementaux correspondent exactement, mot pour mot, aux souvenirs intimes que Marie-Claire a partagés avec moi concernant la personnalité unique d'Amélie. Maître Sophie Cartier, avocate spécialisée exclusivement en droit de l'adoption depuis 1995, qui avait représenté légalement la famille Dubois dans exactement 47 procédures d'adoption différentes au cours des années, avait fourni des insights juridiques troublants sur les aspects légaux exceptionnels de ce cas. En 25 années complètes de pratiques juridiques intensives dans le domaine de l'adoption, me révèle Maître Cartier depuis son cabinet d'avocats à Lyon, je n'avais jamais, au grand jamais, été confronté à un dossier légal où les services sociaux officiels documentent formellement des phénomènes inexpliqués et récurrents, comme facteurs officiels contribuant aux échecs systématiques des procédures d'adoption. Les rapports administratifs officiels mentionnent littéralement et systématiquement que les enfants placés chez la famille Dubois développent ce qu'ils appellent des attachements imaginaires problématiques et persistants, qui interfèrent gravement avec le processus normal d'intégration familiale et d'adaptation psychologique. Mais ce qui était le plus juridiquement troublant selon Maître Cartier, c'était la cohérence mathématique absolue des témoignages officiels. Chaque enfant, sans exception, décrit dans les rapports officiels
exactement la même routine nocturne perturbatrice, des pleurs distincts vers 2h, 3h du matin, une sensation persistante d'être observée depuis le grenier familial et des interactions détaillées avec une présence invisible qui se présente toujours, sans exception, comme Amélie et qui explique systématiquement que sa maman a oublié de venir jouer avec elle dans le grenier comme avant. Car professeur Henri Durand, anthropologue culturel reconnu à l'université de la Sorbonne, qui étudie académiquement les manifestations de deuil dans différentes cultures mondiales depuis 30 ans, avait analysé scientifiquement le cas Dubois comme un exemple extraordinaire de deuil maternel non résolu qui crée des perturbations mesurables dans l'équilibre émotionnel et énergétique d'un espace domestique familial. Ce qui est absolument fascinant d'un point de vue anthropologique dans le cas Dubois, m'explique le professeur Durand depuis son bureau universitaire, c'est que la manifestation semble avoir un but précis et logique, reconnecter émotionnellement l'enfant décédé avec sa mère vivante. Chaque enfant adopté, sans aucune exception, rapporte qu'Amélie leur demande spécifiquement de dire à Marie-Claire de venir jouer avec elle dans le grenier exactement comme elle le faisait avant l'accident. C'est comme si Amélie utilisait consciemment et stratégiquement ses enfants temporaires comme messagers vivants pour rappeler continuellement à sa mère où elle habite maintenant dans la maison familiale. Docteur Patricia Moreau, psychiatre infantile senior qui avait personnellement évalué et interviewé 31 des enfants adoptés par la famille Dubois au cours des années, avait documenté cliniquement un pattern psychologique qu'elle décrit professionnellement comme empathie paranormale avec deuil maternel non traité et non résolu. Les enfants placés chez la famille Dubois développent systématiquement une compréhension instinctive et troublante du deuil profond de Marie-Claire, me confie Dr Moreau dans son cabinet médical. Ils verbalisent spontanément des concepts psychologiques complexes, comme la maman est très triste parce qu'elle pense que sa petite fille est partie pour toujours au ciel. Mais la petite fille dit qu'elle n'est pas du tout partie. Elle habite juste dans le grenier maintenant et elle attend que sa maman vienne la voir. C'est comme si la présence d'Amélie leur donnait un accès surnaturel à des émotions et des informations psychologiques qu'ils ne devraient logiquement pas pouvoir comprendre à leur âge. Mais l'insight le plus révélateur et troublant est venu d'Anne-Marie Dubois, la sœur cadette de Marie-Claire, qui avait observé intimement la famille pendant toute cette période traumatisante de 15 années complètes. Marie-Claire avait complètement arrêté de monter physiquement au grenier immédiatement après les funérailles officielles d'Amélie, me révèle Anne-Marie lors d'un entretien émotionnel dans son salon. Elle disait toujours que c'était émotionnellement trop douloureux pour elle de retourner là-haut. Mais je pense qu'inconsciemment, au plus profond de son cœur maternel, elle savait parfaitement qu'Amélie était encore spirituellement présente là-haut dans le grenier et elle avait une peur terrifiante de ce qu'elle pourrait découvrir ou ressentir si elle y retournait. Les enfants adoptés forçaient Marie-Claire à confronter le fait qu'elle avait peut-être abandonné Amélie émotionnellement en évitant systématiquement le grenier familial. Souvenez-vous maintenant de Camille Rousseau, cette fillette exceptionnelle de 7 ans qui était si différente de tous les autres enfants précédents, celle qui semblait intuitivement comprendre Amélie au lieu d'avoir peur de sa présence mystérieuse. Ce que Camille allait révéler le 6e jour crucial de son placement chez les Dubois changerait absolument tout ce que Marie-Claire pensait comprendre sur le deuil, sur la mort et sur sa relation spirituelle continue avec sa fille décédée. Mais avant de vous révéler cette découverte qui change tout, nous devons absolument retourner à cette découverte terrifiante et révélatrice que Marie-Claire avait faite dans le grenier familial avec Lucas, le tout premier enfant adopté, parce que cette découverte explique scientifiquement et logiquement pourquoi aucun enfant ne pouvait psychologiquement rester dans la maison plus de 7 jours exactement. Rappelez-vous précisément, Lucas avait affirmé que la petite fille invisible lui avait personnellement donné une poupée en porcelaine provenant d'une boîte que Marie-Claire était absolument certaine d'avoir scellée hermétiquement avec du ruban adhésif et verrouillée dans un placard fermé à clé. Quand Marie-Claire avait finalement pris le courage de monter physiquement au grenier avec Lucas pour vérifier la situation, elle avait découvert quelque chose qui avait littéralement bouleversé sa compréhension de la réalité. Toutes les affaires personnelles d'Amélie, ses jouets, ses livres, ses poupées, ses dessins, avaient été mystérieusement réorganisés et redistribués dans le grenier pour former exactement la même configuration spatiale qu'Amélie les avait disposés de son vivant quand elle jouait là-haut. Les livres de contes étaient ouverts aux pages favorites spécifiques d'Amélie.
Les poupées en porcelaine étaient soigneusement assises en cercle parfait, comme pour une cérémonie de thé imaginaire. Et sur la petite table de jeu rose d'Amélie, il y avait un nouveau dessin au crayon de couleur, un dessin qui n'existait absolument pas quand Marie-Claire avait scellé et fermé le grenier pour la dernière fois. Le dessin montrait une petite fillette, debout seule dans un grenier, les petits bras tendus désespérément vers une silhouette de femme qui regardait depuis l'entrée de la pièce. En bas du dessin, écrit dans l'écriture enfantine et maladroite qu'Amélie développait justement avant sa mort tragique, il était inscrit en lettres tremblantes. « Maman, pourquoi tu ne viens plus jamais jouer avec moi dans le grenier ?» Marie-Claire avait réalisé avec une clarté douloureuse à ce moment précis que son évitement psychologique total du grenier familial avait été interprété par Amélie comme un abandon émotionnel complet. Mais elle n'était psychologiquement pas prête à confronter cette réalité dévastatrice, alors elle avait continué à éviter systématiquement le grenier, espérant désespérément que les manifestations mystérieuses cesseraient spontanément. Mais au contraire, elle n'avait fait qu'intensifier dramatiquement. Chaque nouvel enfant adopté qui entrait dans la maison devenait automatiquement un messager involontaire d'Amélie, essayant désespérément de reconnecter spirituellement la mère et la fille à travers les barrières de la mort. Retournons maintenant à Camille et à cette révélation absolument cruciale qu'elle avait faite le 6e jour. Amélie me dit qu'elle comprend parfaitement pourquoi sa maman ne vient plus jamais au grenier, avait confié Camille à Marie-Claire avec une sagesse surprenante pour son âge. Elle me dit que sa maman pense qu'elle est partie pour toujours au ciel avec les anges, mais qu'en réalité elle n'est pas du tout partie de la maison. Elle habite toujours dans le grenier parce que c'est exactement là qu'elle était la plus heureuse de toute sa vie, et elle attend patiemment que sa maman comprenne finalement qu'elle peut encore venir jouer avec elle, exactement comme avant. Camille avait continué avec une précision troublante, mais Amélie me dit aussi qu'elle va complètement arrêter de faire partir tous les autres enfants de la maison si sa maman vient juste une seule fois lui dire bonsoir dans le grenier. Elle me dit qu'elle veut simplement que sa maman sache qu'elle n'est pas seule et qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur ou d'être triste. C'était la toute première fois qu'un enfant adopté offrait une solution claire et concrète au mystère, au lieu de simplement rapporter les messages répétitifs d'Amélie. Vous commencez maintenant à comprendre le pattern logique complet, n'est-ce pas? Amélie ne chassait pas méchamment les autres enfants par jalousie ou par possessivité. Elle les utilisait stratégiquement comme messagers temporaires pour essayer désespérément de faire comprendre à sa mère qu'elle était toujours spirituellement présente dans la maison familiale, attendant patiemment que leur relation maternelle continue naturellement, malgré les barrières physiques de la mort. Mais ce qui s'est passé quand Marie-Claire a finalement décidé d'affronter courageusement le grenier était quelque chose que même les experts en phénomènes paranormaux les plus expérimentés n'avaient pas prévu. Le soir crucial du 6e jour de placement de Camille chez les Dubois, Marie-Claire avait pris la décision la plus difficile de sa vie adulte, une décision qui changerait absolument tout dans sa compréhension de la maternité, de la mort et des connexions spirituelles qui transcendent la vie physique. Pour la première fois en exactement 2 années complètes, elle allait courageusement monter au grenier familial et parler directement à Amélie. Car ce qu'elle avait découvert là-haut n'était absolument pas ce à quoi elle s'attendait psychologiquement. Le grenier était méticuleusement organisé exactement comme Amélie l'avait laissé le matin de l'accident fatal, mais il y avait quelque chose de complètement nouveau et inattendu. Un petit journal intime à couverture rose qu'Amélie avait commencé à écrire juste avant sa mort tragique. Un journal personnel que Marie-Claire n'avait jamais vu auparavant et dont elle ignorait complètement l'existence. La dernière entrée du journal, datée précisément de la veille de l'accident mortel, disait dans l'écriture enfantine d'Amélie « Maman semble être très triste ces derniers temps et je ne comprends pas pourquoi. Je vais lui préparer une surprise spéciale dans le grenier pour la faire sourire à nouveau. Je vais promettre de rester toujours dans le grenier pour l'éternité pour qu'elle puisse toujours me trouver facilement quand elle a besoin de moi ou quand elle se sent seule. » Marie-Claire avait réalisé quelque chose d'absolument bouleversant à ce moment. Amélie n'était pas mystérieusement coincée dans le grenier par les circonstances traumatiques de sa mort. Elle avait consciemment et délibérément choisi d'y rester spirituellement pour être émotionnellement disponible pour sa mère, exactement comme elle l'avait écrit et promis dans son journal secret la veille de mourir. Quand Marie-Claire avait finalement parlé à haute voix dans le grenier silencieux, « Amélie, ma chérie, maman est là maintenant. Je suis tellement désolée de ne pas être venue te voir plus tôt. » Quelque chose d'absolument extraordinaire et inexplicable s'était produit instantanément. Camille,
qui dormait paisiblement 2 étages plus bas dans la chambre d'amis, était spontanément montée au grenier en souriant radieusement. « Amélie dit merci du fond du cœur », avait-elle dit simplement avec une joie authentique. « Elle me dit qu'elle va complètement arrêter de faire partir tous les autres enfants maintenant parce que sa maman sait finalement où elle habite et qu'elle peut venir la voir quand elle veut. » Et pour la première fois en exactement 2 années de deuil intense, Marie-Claire avait senti une paix profonde et authentique qu'elle pensait avoir perdue définitivement pour toujours. Mais voici le plot twist absolument stupéfiant que personne, ni les experts, ni les services sociaux, ni même Marie-Claire elle-même, n'avait vu venir. Camille était restée chez la famille Dubois. Non seulement elle était restée au-delà de la barrière mystérieuse des 7 jours fatidiques, mais elle avait été officiellement et légalement adoptée exactement 6 mois plus tard, devenant ainsi la première enfant dans toute l'histoire de cette affaire à dépasser cette limite temporelle inexplicable. Mais ce n'était absolument pas parce que la présence spirituelle d'Amélie avait mystérieusement disparu ou s'était affaiblie. C'était précisément parce que Camille et Amélie étaient devenues, d'une manière surnaturelle et merveilleuse, des sœurs spirituelles. Marie-Claire avait finalement compris avec une clarté absolue que le problème fondamental n'était pas qu'Amélie ne voulait pas partager égoïstement sa maison familiale avec d'autres enfants. Le véritable problème était exactement l'opposé. Amélie voulait désespérément que sa mère continue d'exercer son instinct maternel. Pour elle, E.T. Pour d'autres enfants qui avaient cruellement besoin d'amour maternel inconditionnel. Amélie n'avait jamais voulu rester seule avec sa mère. Elle voulait que sa famille s'agrandisse, que l'amour maternel de Marie-Claire se multiplie et se partage, que la maison familiale redevienne un foyer vivant, rempli de rires d'enfants. Aujourd'hui, en 2024, Camille a exactement 13 ans et vit toujours harmonieusement avec Marie-Claire et Jean-Paul Dubois dans la maison victorienne de Saint-Étienne. Elle monte religieusement au grenier chaque soir pour dire bonsoir à sa grande sœur Amélie et lui raconter sa journée d'école. Et selon le témoignage direct de Camille, Amélie est parfaitement heureuse parce que maman a maintenant 2 filles qui l'aiment au lieu de 0 fille et notre famille est à nouveau complète. Marie-Claire confirme que les manifestations mystérieuses ont complètement cessé après l'adoption officielle de Camille. Plus de pleurs nocturnes, plus d'objets qui bougent, plus d'enfants effrayés. Juste une maison familiale paisible où 2 sœurs, l'une vivante, l'une spirituelle, grandissent ensemble sous l'amour maternel de Marie-Claire. Mais l'histoire ne se termine absolument pas là, et c'est exactement ici que tout devient encore plus extraordinaire et troublant. Il y a exactement 3 mois, en septembre 2024, une famille de Marseille a contacté d'urgence les services sociaux départementaux avec précisément le même problème inexplicable. Aucun enfant qu'ils tentent d'adopter ne reste plus de quelques jours dans leur maison. Tous rapportent des interactions détaillées avec un enfant invisible. Et tous disent exactement la même chose troublante. Il pleure dans le sous-sol et il dit qu'il veut juste que ses parents viennent jouer avec lui comme avant. Cette famille, les Moreau, avait tragiquement perdu leur fils unique Thomas, âgé de 8 ans, dans un accident de noyade il y a exactement 18 mois. Thomas était un petit garçon passionné de construction qui avait mystérieusement transformé le sous-sol familial en son royaume personnel, où il construisait des châteaux élaborés en Lego et créait des univers imaginaires complets. Les services sociaux, complètement dépassés par la similarité troublante avec le cas Dubois, ont immédiatement contacté Marie-Claire pour demander conseil et orientation. Parce qu'apparemment, quand l'amour parental est suffisamment intense et pur, même la mort physique ne peut pas complètement l'arrêter ou l'interrompre. Marie-Claire a accepté de rencontrer la famille Moreau la semaine prochaine. Elle va leur expliquer ce qu'elle a appris, que parfois les enfants décédés ne partent pas vraiment. Ils attendent simplement que leurs parents comprennent qu'ils peuvent continuer à être une famille, juste différemment. Thomas veut probablement juste que ses parents sachent qu'il est toujours leur fils, explique Marie-Claire. Il a juste besoin qu'ils viennent lui dire qu'ils l'aiment encore et qu'ils n'ont pas oublié qui il était. Ah, la question absolument fascinante et troublante est celle-ci. Combien de familles endeuillées à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde entier, vivent actuellement ce même phénomène extraordinaire sans comprendre ce qui leur arrive? Combien d'enfants décédés dans l'amour attendent patiemment que leurs parents comprennent qu'ils ne sont jamais vraiment partis définitivement? Et voici la question encore plus profonde. Est-ce que ce que nous appelons traditionnellement manifestation paranormale ou phénomène surnaturel est en réalité simplement l'amour familial pur
qui trouvent des moyens créatifs et persistants de continuer au-delà des limites physiques que nous pensions absolument infranchissables. Marie-Claire a créé discrètement un groupe de soutien confidentiel pour les familles qui vivent des expériences similaires. Il y a plus de familles comme nous que les gens ne l'imaginent, dit-elle. Nous nous entraidons pour comprendre que la mort ne termine pas l'amour familial, elle le transforme juste. Aujourd'hui, Marie-Claire aide 23 familles différentes à travers l'Europe à naviguer des situations similaires. Des parents qui entendent leurs enfants décédés, des frères et sœurs qui continuent à jouer avec leurs frères morts, des grands-parents qui reçoivent des visites de leurs petits-enfants disparus. Ce n'est pas de la folie, insiste Marie-Claire. C'est l'amour qui refuse de mourir. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire. Camille grandit maintenant avec une compréhension unique de la vie et de la mort que très peu d'enfants possèdent. Elle aide d'autres enfants adoptés qui arrivent dans des familles ayant perdu des enfants. Amélie m'a appris que la mort n'existe pas vraiment, explique Camille avec une sagesse troublante pour ses 13 ans. Il y a juste des gens qui vivent dans des corps et des gens qui vivent dans des cœurs. Les deux sont réels. Et si cette histoire vous a profondément touché, si vous connaissez personnellement une famille qui pourrait vivre quelque chose de similaire, ou si vous avez vous-même vécu des expériences que vous n'arrivez pas à expliquer après la perte d'un être cher, mettez absolument un commentaire détaillé. Parce que peut-être que ce que notre société moderne appelle phénomènes paranormaux inexpliqués est en réalité juste l'amour familial authentique qui trouve des moyens surnaturels de continuer son existence au-delà des limites que nous considérons comme définitives. Si vous voulez absolument savoir ce qui est arrivé à la famille Moreau avec Thomas et leur sous-sol rempli de Lego qui se reconstruit automatiquement chaque nuit en formant de nouveaux châteaux, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne parce que nous allons documenter leur rencontre avec Marie-Claire et découvrir ensemble si l'amour parental peut vraiment transcender la mort elle-même. Cette histoire extraordinaire nous montre définitivement que l'amour parental ne se termine jamais avec la mort physique. Il trouve juste de nouvelles façons créatives et mystérieuses de s'exprimer à travers les barrières que nous pensions infranchissables. Mais la vraie question personnelle que chacun de nous doit se poser honnêtement est celle-ci. Si vous étiez Marie-Claire, auriez-vous eu le courage émotionnel de monter finalement au grenier pour confronter la vérité, ou auriez-vous continué indéfiniment à éviter cette réalité que votre cœur maternel connaissait déjà intuitivement? Et plus troublant encore, si votre propre enfant essayait de communiquer avec vous depuis l'au-delà, seriez-vous suffisamment ouvert spirituellement pour reconnaître les signes, ou les ignoreriez-vous par peur de ce que cela pourrait signifier? Parce que selon Marie-Claire, les enfants décédés dans l'amour essaient constamment de communiquer avec leurs parents. Il faut juste savoir écouter avec le cœur au lieu d'écouter avec la peur. La prochaine fois que vous sentirez une présence inexplicable, la prochaine fois que vous entendrez un bruit étrange dans votre maison, la prochaine fois que vous aurez l'impression qu'un être cher décédé essaie de vous contacter, peut-être que vous ne devriez pas l'ignorer automatiquement. Peut-être que vous devriez dire simplement « Je t'aime » et si tu es là, je veux que tu saches que tu me manques terriblement. Parce que selon Marie-Claire et les 23 familles qu'elle aide maintenant, c'est exactement tout ce que nos êtres chers décédés attendent vraiment de nous. La reconnaissance que l'amour continue, même après la mort. Abonnez-vous si cette histoire a changé votre perspective sur la mort, sur l'amour familial et sur les possibilités mystérieuses qui existent peut-être juste au-delà de notre compréhension rationnelle du monde. Et surtout, commentez pour nous dire, croyez-vous que l'amour peut vraiment survivre à la mort? Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexplicable après la perte d'un être cher? Votre réponse pourrait aider d'autres familles qui vivent en silence des expériences similaires. Parce que cette histoire nous prouve une chose définitivement, nous ne sommes jamais vraiment seuls, et l'amour authentique ne meurt jamais vraiment. Il se transforme juste en quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, et de plus beau que nous n'aurions jamais pu l'imaginer.